Bonjour, bon après-midi. C'est un peu décevant, on est très peu nombreux. Est-ce que vous m'entendez bien? Allô? Bon, d'accord, donc je suppose, même si j'ai pas de réponse, que vous m'entendez bien. Euh, c'est la, c'est la 10e séance de notre séminaire sur les frontières et les diverses frontières à la périphérie au Moyen Âge. Euh, les textes pour aujourd'hui sont censés donner un peu d'illustration à ce que nous avions dit sur le développement politique, mais aussi social en Angleterre au 7e siècle. Donc le thème de cette séance, c'est politique et société dans les royaumes anglo-saxons au 7e siècle. Euh, nos, deux, nos deux textes, l'extrait de l'histoire ecclésiastique du peuple anglais de Bede d'une part et un extrait de la vie de Saint Wilfrid de Stephen of Ripon d'autre part, couvre bien le siècle avec les événements décrits par Bede. Nous sommes plutôt au début du 7e siècle et avec le récit de Stephen of Ripon, nous sommes plutôt à la fin du 7e siècle. Ce qui pour moi est intéressant dans les deux textes, c'est qu'il montre une grande fluidité dans la société britannique du 7e siècle. Très peu de choses sont fixées. On voit les dynamiques au niveau de la religion. C'est ça l'histoire de Bede, une Angleterre qui apparemment en grande partie déchristianisée, mais qui pourtant reste en contact avec un continent chrétien et qui reçoit un nouveau christianisme de là, bon, etc. Donc, c'est ce type de société dynamique que Bede nous montre au début du 7e siècle. Et avec Stephen Ripon à la fin du 7e siècle, nous voyons également une société dans laquelle les frontières ne sont pas encore vraiment fixes. Les frontières du pouvoir, les frontières sociales en général. Saint Wilfrid, autrement dit l'évêque Wilfrid, nous est montré par Stephen of Ripon comme faisant d'une sorte de, de classe de gouvernants dans laquelle se mélangent des rois et des évêques sans que ce soit nécessairement clair, qui exercent le plus de pouvoir. Voilà, donc c'est ça nos deux textes. Les thèmes sur lesquels je pensais les textes pourraient nous aider, c'était pour Bede l'idée d'une renaissance, ou plutôt plusieurs renaissances britanniques au début du 7e siècle, les contacts et les coopérations entre la Bretagne et le continent et l'impact, bien sûr, du continent sur la Bretagne. Et le deuxième thème que j'espère nous pourrons aborder avec le texte de Stephen Ripon,
C'est les relations entre le pouvoir royal et le pouvoir épiscopal en Northumbria à l'époque de King Egfrid, qui est en conflit avec l'évêque Wilfrid. Bon, on n'est malheureusement pas plus nombreux, mais je ne peux pas gaspiller la séance entière en faisant de l'introduction. Euh, donc, Monsieur Pascal, vous avez la parole pour votre présentation, même si le public semble limité pour l'instant à moi tout seul. D'accord. Bonjour monsieur, est-ce que vous m'entendez bien? Oh, il n'y a pas de problème, je vous entends bien. D'accord. Euh, donc oui, euh, donc, je passe sur le test de Bede, histoire ecclésiastique du peuple anglais. Et pour commencer, ben, l'extrait du texte est tiré de l'histoire ecclésiastique du peuple anglais de Bede. Alors, Bede est un religieux historien d'origine anglo-saxon. Cet ouvrage, paru en 731, constitue un pilier non négligeable de l'histoire de l'Angleterre. Bien que l'ouvrage et les textes impressionnent par la rigueur de Bède, il reste tout de même important de garder en tête que Bède n'est pas forcément l'historien le plus objectif, notamment pour ceux qui étaient là durant le cours sur les royaumes anglo-saxons. Mais bon, sur cet extrait, Bède aborde le christianisme, ou plutôt, si on peut parler de la rechristianisation des peuples vivant sur l'île de la Bretagne, c'est-à-dire les anglo-saxons d'une part et les bretons. Donc, une brève analyse de ce texte, on va aller sur trois ensembles. Tout d'abord, je vais aborder dans un premier plan le, je, je vais faire une sorte de remise en contexte historique, notamment pour ceux qui n'étaient pas là pour les anciens cours. Donc, ça leur permettra de revoir. Ensuite, euh, ma seconde partie, je voulais parler du test de Brel et de l'approche du christianisme dans son écrit et dans son récit. Puis, enfin, euh, je voulais me recentrer sur le personnage du roi Edbert. Et puisque c'est à travers de lui que s'appuie l'historien et avec pour l'objectif juste de mettre en avant les éléments importants de ce passage de l'histoire anglo-saxon du point de vue de Bell, évidemment. Donc, je commence la première partie. Donc, comme je l'ai évoqué, j'avais dit que le texte pouvait parler de la christianisation de l'île, mais aussi de la rechristianisation. Alors pourquoi? Donc, pour nous remettre un peu dans le contexte, bien avant l'ère du roi Albert, dont nous parle Bède, les Bretons avaient déjà été convertis au christianisme par les Romains. Mais comme les Romains durent abandonner l'île au 5e siècle, de par notamment la pression faite par les peuples anglo-saxons, qui, qui sont un peuple d'origine germanique, qui migrèrent à partir du nord de l'Europe sur l'île. Et donc, oui, les Romains abandonnèrent les Bretons ainsi que leur église. Plus tard, les Saxons imposent une sorte de suprématie sur la Bretagne et créent divers royaumes, dont le Kent, euh, sur laquelle règne le roi Edbert dans le récit de Bède. Donc, comprendre cela nous permettra de cerner pourquoi il y aurait un désir peut-être de rechristianisation de l'île par le pape sous une église romaine, voire même peut-être sous une église anglicane. Mais bon, ça, c'est pas le sujet.
pour l'Église anglicane. Et donc, et oui, j'ai oublié de préciser, les Saxons sont à l'origine païens, contrairement aux Bretons qui ont été romanisés. Les Bretons romanisés qui ont eu une religion chrétienne. Et on est dans la seconde partie, donc euh, euh, bien, nous abordons le thème du christianisme dans le texte. Alors, vous l'aurez compris, l'essence du document aborde le sujet du christianisme, du peuple du roi Hébert. Mais on peut se poser plusieurs questions sur l'objectivité de l'auteur dans sa démarche. Bien sûr, il s'agit juste de relever les points euh, que l'on pouvait éclaircir, euh, notamment le premier exemple. À la ligne 5, il est dit que le roi Edbert était le plus puissant dans la région du Kent et qu'il avait plus de pouvoir sur, euh, sur de larges espaces, en fait. Donc, dans le commentaire de cette partie, il est sans doute vrai que le roi avait un très grand pouvoir. Beth dit même qu'il avait un impérium et qu'il faisait partie des 8 Walda. Les Walda sont en fait les principaux souverains ayant dominé toute la Bretagne. Mais bref, euh, il est sûr que Edbert est très puissant. Toutefois, son pouvoir reste quand même à nuancer puisque il reste difficile à imaginer qu'il puisse soumettre réellement les autres souverains, surtout à, à cette ère. Aussi, il semblerait que le territoire de Kent était géré sur un modèle de double royauté. Hum, Donc, la présence potentielle d'une autre région. De plus, le texte semble prendre un certain parti pris, notamment dans le rapport entre le roi Edbert et le christianisme, que l'on approfondira dans la troisième partie, mais dont on peut remarquer une sorte d'affection du roi pour cette religion, dont il est méfiant au début. Hein. Si l'on lit le paragraphe 25, il est dit à un moment, le roi vint dans l'île en s'installant en plein air et il donne à Augustin et à ses compagnons de venir tenir une conférence avec lui. Il avait pris précaution de ne pas les faire venir à lui dans une maison par peur, selon une ancienne superstition, qu'ils pourraient pratiquer des arts magiques. Donc, en gros, qu'ils auraient pu faire de la magie. Et pourtant, le roi, si l'on croit les écrits de Bède, semble plutôt fasciné, même s'il ne se convertit pas dans un premier temps. Le paragraphe 26, il dit comme d'habitude, il fut attiré par la vie de ces saints hommes et par leurs promesses gracieuses. Donc, le roi, il a quand même une sorte d'affection pour cette religion. Mais justement, dans la partie qui vient là, on va approfondir. Donc, pour cette première partie, lorsque l'on s'intéresse au lien qui lie Eltebert à la foi chrétienne, le document laisse paraître que la venue d'Augustin est en gros une sorte de découverte pour lui. Or, on sait que sa femme était chrétienne, de famille royale franc. Or, cette affirmation laisse un doute puisque si cela devait être vrai, cela voudrait dire que potentiellement Edbert a
déjà été en contact avec des chrétiens et que même les conditions de son mariage, il aurait fallu pour lui d'être chrétien, notamment pour se marier avec une fille de lignée royale. Bref, ce ne sont que des suppositions qui ont généralement tendance à être faux, mais que, que l'on ne va pas négliger. Ensuite, on ose imaginer que pour Bed Edbert est un personnage influent et important dans l'histoire de la Bretagne, puisque c'est grâce, du moins c'est de par ses actions, que le christianisme se répand particulièrement dans les autres étarches euh, de la Bretagne, notamment en, en, en Northumbrie, en Wessex et en Sussex, par exemple. Donc, donc oui, Edbert est à la fois un personnage clé dans la, la propagation du christianisme euh, en Bretagne, mais d'un côté, ça reste tout de même un personnage qui reste, comment dire, réticent dans un premier temps au christianisme. D'ailleurs, en lisant sa bibliographie, on apprend aussi tout de même que vers la fin de sa vie, il est retourné vers le paganisme. Donc, il a que n'est pas forcément une foi très, très solide, mais il est quand même un personnage clé dans la rechristianisation de l'île. D'ailleurs, le pape lui-même l'affirme. Et, et pour conclure, ben, ben, l'ouvrage de Bède, euh, il reste quand même un ouvrage central de l'histoire britannique, puisque à la fois, bon, Bède, il est connu pour sa rigueur scientifique et pour, pour son savoir, mais avec cet ouvrage, il apporte quand même des précisions presque uniques dont on a peu de sources. Et il permet tout de même de préciser l'avenir du christianisme avec des précisions très importantes, mais que tout de même on pourrait nuancer puisque le récit paraît tellement clair que euh, on pourrait se demander comment a-t-il pu obtenir autant de sources alors que euh, Bède, il vient 200 ans après Elsbeth. Voilà, j'ai terminé. Bon, il n'y a pas de répondant, donc merci pour cette présentation, quoique assez rapide. Donc, il faudrait que nous essayions peut-être dans la discussion d'approfondir quelques aspects de ce que vous aviez présenté. Alors, une première question qui était intéressante était celle de la christianisation ou de la rechristianisation de l'espace. Vous avez rappelé le caractère chrétien de la Bretagne à l'époque romaine, donc sous gouvernement romain jusqu'au 5e siècle. Et vous avez mentionné bon, voilà, les changements politiques qui ont lieu
après le 5e siècle en Angleterre, avec notamment l'arrivée des anglo-saxons, mais j'étais pas absolument sûr sur la question du lien que vous faites. Dans dans quelle mesure et pourquoi la Bretagne se déchristianise après le départ de l'administration romaine? Dans quelle mesure? Donc, déjà, il y a la perte d'importance des Romains pour cette région, mais il y a aussi le fait que les Saxons, en arrivant sur l'île, sont en conflit avec les Bretons qui, justement, eux, les Bretons romanisés, sont souvent de religion chrétienne. Donc, les Saxons entrent en conflit avec eux et parviennent euh, à, à prendre la majorité, à prendre une sorte de suprématie, comme je l'avais dit dans le texte, sur les Bretons et à en faire une minorité ou à les repousser dans la partie ouest de l'île, simplement. Et donc, par conséquent, ben, ça, ça mettra genre, en fait, les chrétiens de l'île en termes de minorité. Mais après, il y a aussi le fait euh, que vu la perte d'importance des Romains et même du pape plus tard, la religion chrétienne galère à subsister. Mais toutefois, on remarque aussi dans le texte que à un moment, Bête précise que il y avait une église où priaient les gens, où, dont notamment la femme de Edbert, qui date de l'époque romaine. Donc, ça laisse penser que peut-être la religion a pu subsister, mais elle est devenue minoritaire à la présence des anglo-saxons pariens, tout simplement. Du moins, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Ouais, voilà, c'est tout le problème de l'histoire que Bède nous raconte. Il y a en fait deux histoires. Il y a d'une part l'histoire d'Augustin et de sa mission, qui est décrit comme quand même un grand succès par Bède. Euh, le roi finalement se convertit. C'est le début d'une christianisation de l'Angleterre. Mais d'un autre côté, là, la deuxième histoire, celle de l'église de Saint-Martin, qui est toujours en activité, qui montre que peut-être la déchristianisation de la Bretagne n'était pas aussi avancée que Bède le prétend, parce que bon, en excédant la déchristianisation, pour lui, c'est une opportunité de, de louer l'effort, le nouvel effort de la christianisation. Et en plus, cela lui permet de poser une christianisation, cette fois autochtone. Donc, le christianisme, d'après Bède, se répand de nouveau, n'est peut-être pas exactement le même que le christianisme avant. C'est un christianisme anglais qui va avec la nouvelle notion de Bède d'un peuple anglais. Bon, donc ce que je veux dire, pour moi, j'ai l'impression que euh, Bède essaye vraiment de pousser auprès de ses lecteurs l'histoire d'une rechristianisation pour héroïser la première génération des rois anglo-saxons convertis et des missionnaires. Donc, il pousse cette histoire
héroïque et qui peut-être ne correspond pas entièrement à la réalité, dans le sens qu'il nous dit aussi, bon, voilà, Ethelbert le païen déjà n'avait aucune hésitation pour épouser une fille chrétienne, une fille franque, et deuxièmement, dans son royaume, même avant l'arrivée d'Augustin, les églises chrétiennes, bon, au moins une qui est mentionnée, peut-être d'autres aussi, continuaient à fonctionner. Bon, on peut peut-être passer à une autre question. Monsieur Henriette, vous avez une question? Euh, Non, non. D'accord, donc pas pour l'instant. Au moins, oui. Alors, quelque chose d'autre qui me manquait, bon, oui, tout était dit rapidement, mais quelque chose qui me manquait dans la présentation, sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne un peu, c'est la géographie de, de l'Angleterre anglo-saxonne que Bede nous décrit aussi. Pourquoi le Kent est tellement important? Pourquoi on a l'impression que Kent joue un rôle de moteur dans le développement de l'Angleterre? Euh, le Kent a, a l'air de jouer un rôle important dans notre Québec parce que euh, il est plus ou moins, disons, au centre, au centre de deux parties divisées de l'Angleterre, le sud euh, et le nord. Je veux dire, par exemple, hum, Attendez, Kent est dans le sud, donc Kent n'est pas oui, au centre. Est dans le sud. Kent est dans le sud, mais euh, comment expliquer, mais en gros, il joue quand même une place centrale face à deux positionnements, deux peuplades, disons, qui est différente. L'une, ça sonne un peu plus au nord, au nord-est, notamment là où va plus tard se poser la Northumbrie, et une autre dont j'ai oublié le nom. Donc, je sais plus trop. Désolé. Oui, mais bon, tout ça n'explique pas encore pourquoi. Bon, vous avez dit que Bed a tort d'appeler Ethelbert Bredwalda, etc. Mais bon, laissons-lui quand même l'idée que le roi de Kent est à ce moment-là peut-être plus important que d'autres rois. Et donc, il faut qu'on réfléchisse un peu plus sur la question d'où vient le pouvoir de Kent et l'influence peut-être supra-régionale des rois du Kent. Euh, alors, la, 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 la puissance euh, des rois de Kent, si, sinon quoi, peut-être Kent, ça viendrait des, des migrations qui s'y sont installées. Et, mais vraiment, en tant que place centrale, il ne le joue pas, ça ne joue pas vraiment un rôle central. Mais disons que pour Kent, pour Bede, dans son récit, comme du fait du rôle joué par Edbert, il met en avant le rôle de Kent.
puisque Ed- je l'avais précisé, par exemple, Edbert, euh, d'après Bed, il dispose d'une puissance qui lui permet de soumettre d'autres souverains. Or, ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est, on va dire, une sorte de propagande où Bed cherche à mettre au premier plan, disons, son, son souverain, quoi. Alors, donc je vais quand même proposer ce que moi je pense on peut avoir comme théorie. La domination relative dans l'île, mais qui est une domination précoce du Kent, vient peut-être du fait des liens étroits que le Kent a avec les Francs sur le continent. Parce qu'il faut se demander pourquoi ce petit roi anglo-saxon du sud de l'île a-t-il droit à une femme chrétienne de la famille royale des Francs? Pourquoi les Francs distribuent des filles royales à ce petit roi? Et donc, si on se pose cette question, on pourrait peut-être avancer l'hypothèse que le Kent est fortement intégré avec le continent. Peut-être le Kent fonctionne un peu comme un royaume client des Francs et donc que l'influence que le roi du relativement petit Kent exerce au-delà de sa région lui vient du prestige de l'association avec la cour franque. Donc c'est peut-être à ce moment-là pas un petit royaume anglo-saxon comme les autres, mais c'est le royaume anglo-saxon qui est à la pointe de l'influence politique et sociale et religieuse des Francs en Angleterre. Mais bon, c'est juste une proposition, mais je pense que c'est une proposition qui peut être illustrée et donc dans une certaine mesure soutenue par l'extrait de Bed que nous avons examiné ici. Donc, j'invite toujours d'autres personnes. On a quand même deux autres maintenant à poser des questions. Non, tout le monde est encore trop timide. Euh, donc, parlons d'autre chose. Euh, Parlons de la notion d'anglais. Vous avez axé votre présentation sur la christianisation ou la rechristianisation, la diffusion de la religion et de l'influence. Mais euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut dire du nouveau concept culturel d'anglais qui apparaît d'après Bède au même moment où les habitants de l'île redeviennent chrétiens. Est-ce qu'il y a un lien entre la création d'une île chrétienne et la création que Bède prétend existe aussi, la création d'une île anglaise, plus romano-bretonne, britanno-romain, anglo-saxon, etc., mais une île anglaise.
la question autrement. Est-ce que pour vous, les Anglais existent au 7e siècle? Et en royaume-État, se sont assimilés euh, à une seule et même peuple. Je vois mal quelqu'un de Sucette ainsi que euh, ou Dist Angela penser que ils sont d'une même civilisation, d'autant plus que avec le fait que dans le territoire qui compose l'Écosse, ainsi que plus au nord des populations irlandaises, c'est c'est encore trop anticipé de parler d'anglais. Après, c'est mon avis. Mais pour, pour Bell, c'est l'arrivée de- du christianisme sur l'île, c'est en sorte, ça permet pour lui de créer une sorte d'unification, puisque en gros, tout le monde devient chrétien, donc on devient un seul et même peuple. Mais après, en termes de représentation, je pense pas que les gens à cette époque se sentent reliés entre eux, entre eux sous un seul et même peuple, en fait. Oui, je suis d'accord. Donc, ce que nous avons ici, c'est la création hein, du peuple anglais par Bede. Bon, voilà, lui, il écrit un peu plus tard quand même, mais il travaille dans son histoire d'inventer un peuple anglais et surtout à donner à ce peuple qu'il vient d'inventer déjà de l'histoire. Parce que bon, d'une perspective du 7e siècle, par exemple, ce qu'il nous dit au début de notre extrait, c'est assez absurde. Donc, le roi est le plus puissant, etc. Et il avait étendu les limites de son pouvoir jusqu'aux confins de l'Amber, par lequel les Anglais du Sud et du Nord sont divisés. Ah, c'est différents, différents États, proto-États anglo-saxons, différents peuples romano-bretons et anglo-saxons qui sont divisés, n'a pas un peuple anglais qui est simplement, voilà, qui est anglais et qui est simplement divisé politiquement hein, entre le nord et le sud. Bon, donc avec toute cette histoire d'anglais, de peuple anglais au 7e siècle, nous ne devons pas oublier que c'est en fait une partie politique de l'histoire de Bède. Bède est en train de créer le peuple anglais. Et donc, dans notre partie du texte, il est en train de créer l'ancrage historique du peuple anglais qui va loin jusqu'au début du 7e siècle et qui surtout est combiné avec l'arrivée et ou le retour du christianisme. Donc, on ne parle plus d'anglo-saxons païens qui ennuient au christianisme dans l'île. Maintenant, nous parlons d'anglais, qui sont la nouvelle source, le nouveau propagateur plus fort, en fait, du christianisme que les Britanno-Romains l'avaient été avant. Bon,
Comme je disais, on a beaucoup de temps pour des questions, donc on a certainement encore le temps pour une question ou deux. D'accord, toujours moi. Si nous regardons un peu l'autre perspective, euh, pourquoi Grégoire envoie-t-il une mission, si on peut dire ça comme ça, en Angleterre? Et pourquoi il honore le roi du Kent par sa correspondance personnelle, comme on voit plus tard dans notre extrait? Pourquoi, pour l'évêque de Rome, pourquoi pour la famille royale franque, l'Angleterre est intéressant? Euh, alors, euh, je pense que ça sert dans un premier temps à augmenter l'influence de l'Église romaine au-delà du continent. Et, et aussi, dans le même moment, bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais je pense que il a, euh, le pape a comme une envie, en, en faisant en sorte que, disons qu'il y ait des royaumes chrétiens sous son influence, à remplacer euh, les anciennes élites romaines. Mais là, on irait un peu trop loin dans le sujet. Mais pour le cas des Anglais, je pense que c'est surtout de, de- d'augmenter leur influence au-delà du continent, et surtout de s'assurer que dans le futur, mais que les païens soient christianisés de façon plus tardive. Ouais, moi j'aurais rajouté encore l'idée que même si, comme on l'a vu à la dernière séance avec Gildas, euh, il y a un courant d'opinion qui voit l'île de la Bretagne coupée du continent, le départ des dernières troupes romaines, c'est la fin. Après, euh, on est abandonné et on ne fait plus partie du monde romain. Donc malgré cela, au 7e siècle, les îles britanniques font partie d'un monde romain, font partie, l'impression, hein, d'une conscience d'espace romain qui existe encore. Et donc, il est logique pour les Francs de ne pas avoir une frontière dans la Manche, mais de voir les îles britanniques, comme faisant partie du même monde avec lequel des relations politiques et diplomatiques doivent être entretenues parce que nous sommes dans un continuum d'espace. Et pareil, bon, pas exactement pareil, mais similaire pour l'argumentation à Rome. Euh, les îles britanniques font partie de l'espace impérial et chrétien de Rome, et ils continuent à, à faire partie de cet espace. Euh, Grégoire se sont manifestement responsables de maintenir, de réintroduire
l'influence de l'Église en Angleterre. Bon, est-ce que nous avons d'autres choses à discuter? Ah oui, je me souviens plus. Est-ce que vous avez dit quelque chose sur Northumbria en fait? Parce que avec la dernière partie de nos extraits, Bed passe au nord. Euh, Est-ce que vous voulez spéculer sur la question pourquoi Northumbria prend assez rapidement la relève de Kent comme comment dire, Vous pouvez royaume répéter? central? Est-ce que vous voulez spéculer sur le pourquoi et le comment de la reprise du titre de royaume central, royaume moteur en Angleterre, la reprise par Northumbria de cette position du Kent? Attendez, monsieur, j'ai pas pu entendre votre question. Il y a, je sais pas, une sorte de problème de connexion. Alors, je sais encore une fois, est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur la montée de Northumbria qui remplace le Kent comme composante centrale du pouvoir politique en Angleterre? Je ne sais pas, peut-être que nous avons un problème technique, parce que si vous avez répondu à la question, j'ai rien entendu. Non, bon, d'accord. Bah, dans ce cas-là, je réponds à ma propre question. Euh, Ce que l'extrait de texte nous montre dans sa dernière partie, c'est le fait que Northumbria est placé géographiquement dans une position qui permet un développement plus euh, dynamique. Ils ont à la frontière les Northumbrians, les Northumbrians sont à une sorte de frontière avec les barbares païens, et ici les questions des Écossais qui les attaquent. Donc, ils ont dans un environnement plus dynamique qui permet plus d'expansion si les rois ont du succès à la guerre, bien sûr, qui permet plus d'expansion que cela est possible euh, dans le sud autour du Kent, qui est peut-être euh, plus fortement structuré politiquement et où il y a où il y a moins de place donc pour les ambitions d'un roi conquérant. Donc l'influence du Kent dans la longue durée est plutôt, disons, culturelle et sociale, avec le lien que le Kent maintient avec le continent.
Par contre, l'avenir politique de l'île n'est pas tellement influencé par ce qui se passe au Kent, mais par le royaume opérant dans un environnement plus dynamique qui est à Northumbria. Et cela nous fait la transition donc au deuxième texte et à la deuxième présentation. Je remercie M. Pascal pour son intervention et je passe la parole à Olivia Bézi pour nous dire des choses sur Egfrid et Wilfrid, sur le pouvoir royal et le pouvoir épiscopal en Northumbria, tout cela illustré par le texte de Stephen of Ripon. Madame Bézi, vous avez la parole. Ah merde, entre-temps, elle est partie. Oups. Bon, donnons-lui, j'espère que c'est seulement un problème technique temporaire et qu'elle va revenir dans une minute ou deux. Bon, en attendant, juste pour confirmer quelques questions administratives, vous avez vu mon mail et donc vous êtes maintenant au courant du fait qu'il n'y a pas d'examen sous contrôle pour ce module, mais bien une dissertation à rendre en ligne. Dites oui si vous avez vu le mail. Oui, on l'a vu. Ok, d'accord. Donc, désolé, vous avez seulement 2 semaines et un jour pour le faire, mais le nouveau calendrier, a priori, ne permet pas plus. Donc, du coup, j'ai raccourci un peu la dissertation de 2500 à 2000 mots, ce qui prend peut-être moins de temps, mais c'est sûr que ça prend aussi peut-être plus de réflexion vu qu'il faut être concis. Bon, il y a Madame Bézi est de retour. Oui. Et donc, avant qu'il y ait des nouveaux incidents techniques, je vous donne la parole. Bonsoir. Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une connexion de qualité suffisante pour qu'on puisse profiter de votre présentation. Est-ce que vous pouvez essayer de le faire seulement audio, vous coupez la caméra et vous parlez seulement? Alors, le texte Étienne tout d'abord, Étienne de Dupont est anglo-saxon du 7e siècle, l'autographie de l'évêque Wilfrid intitulée Cette œuvre est une hagiographie de l'évêque northumbrien Fridior. Elle a été rédigée au début du une hagiographie est l'écriture de la vie ou l'œuvre se concentre plus particulièrement sur la vie politique de Wilfrid. Premièrement, nous allons voir les figures importantes du pouvoir épiscopal et royal.
Deuxièmement, je crois que ça c'est. Et enfin, en troisième partie, nous allons voir l'image du saint. Et la question qu'on va se poser, c'est quelle relation entretiennent Wilfrid avec les rois et comment le perçoivent-ils? Nous allons commencer avec notre première partie. Wilfrid d'York, né vers 633 et mort en 709, est un religieux anglo-saxon. L'auteur de cet ouvrage dresse un portrait élogieux de Wilfrid d'York, comme on peut le voir au début du chapitre 17, où à Ripon, une grande depuis les fondations de la terre jusqu'au toit, soutenue par de diverses et très chrétien. Je cite avec une autre partie du texte. Ensuite, quand le bâtiment fut terminé, il invita pour le jour de son inauguration les deux rois les plus chrétiens et les plus pieux, les deux frères Ecgfrith et Aelwine, ainsi que les abbés, les shérifs et les sous-rois. Des dignitaires de toutes sortes furent rassemblés. L'auteur décrit Wilfrid d'York comme quelqu'un qui se consacre au peuple et comme on peut le voir à la fin du chapitre 17, puis la fin du sermon, les rois commencèrent une grande fête qui dura 3 jours et 3 nuits, se réjouissant parmi tout leur peuple, faisant preuve de la magnanimité envers leurs ennemis et l'humilité envers les serviteurs de Dieu. Wilfrid avait le soutien des rois ainsi que d'Ecgfrith, qui est un roi de Northumbrie de 670 jusqu'à sa mort en 685. Cela montre que l'archevêque Wilfrid avait un réseau on peut dire qu'il avait un réseau très important de personnes haut placées. Et je vais citer une partie du texte. En ce temps-là, au chapitre 19, en ce temps-là, le pieux roi Ecgfrith et sa très sainte reine Aethelthryth étaient tous deux obéissants en toutes choses à l'évêque Wilfrid. Et ils sont suivis avec l'aide de Dieu, paix et joie parmi le peuple des années fécondes et la victoire sur leurs ennemis. Avec cette partie du texte, on peut voir que la venue de Wilfrid d'York était perçue comme quelque chose de bénéfique et avantageux pour les rois et que c'est en fait ils étaient oui. Je vais passer à ma deuxième partie, qui est la volonté de Dieu selon Ecgfrith. Selon le roi Ecgfrith, sa victoire serait due à la volonté de Dieu. De son point de vue, il est en quelque sorte l'élu, ou oui, qu'il est l'élu. Je cite dans le texte après cette victoire, le roi Ecgfrith gouvernait le peuple avec l'évêque de Dieu dans la justice et la sainteté,
fort comme David quand il écrasa ses ennemis, mais humble aux yeux de Dieu, brisant le cou des tribus tumultueuses et de leurs rois guerriers, enhardi comme il l'était par le secours de Dieu, et en toutes choses, il rendait toujours grâce à Dieu. Aigrive porte une dévotion, on peut dire qu'il porte une dévotion très particulière à l'évêque Wilfrid, car il est appelé ici l'évêque de Dieu. Wilfrid est décrit comme une figure charismatique et à qui la famille royale, les nobles, les religieux n'hésitent pas à lui faire confiance. Et on peut aussi dire que du fait que Wilfrid soit aux côtés du roi, Egfrid, il est en quelque sorte béni et que contrairement à Wolf, c'est un roi, il est guidé en fait, il est guidé par Dieu. Comme je cite dans le texte, avec l'intention non seulement de combattre, mais aussi de les contraindre à payer tribut dans un esprit servile, mais il ne fut pas guidé par Dieu. Ainsi, Egfrid, roi de Deira et de Bernicie, inébranlable d'esprit et de cœur, sur les conseils de ses conseillers, avait confiance en Dieu. On peut dire que selon l'auteur, lui permet toute victoire, contrairement aux autres rois, et que cette dévotion lui vaut des victoires. Voilà. Super bien. Je vais maintenant passer à la troisième partie, l'image du Saint Wilfrid. À travers ce texte, Wilfrid d'York est perçu comme un saint par l'auteur Étienne de Ripon. Ah oui, je cite dans le texte, elle lui décrivit avec éloquence toutes les gloires temporelles de Saint Wilfrid, ses richesses, le nombre de ses monastères, la grandeur de ses bâtiments, son armée innombrable d'associés, d'équipes. On peut dire que Wilfrid d'York qu'il a donc de plus en plus de richesses. Et pour Wilfrid, toutes les richesses qu'il possède est un cadeau de Dieu. Mais ça,
qu'il possède est un cadeau de Dieu et qu'il est en quelque sorte, Wilfrid est perçu comme un prophète. Je cite paragraphe 24. Quand notre saint évêque entendit cela, il alla voir le roi et l'archevêque et leur demanda pour quelle raison, sans aucune faute de sa part, ils le spoliaient comme des voleurs des biens dont les rois, pour l'amour de Dieu, l'avaient doté. Pour Wilfrid, on peut dire que sa gloire ne durera pas très longtemps parce que tous ses biens lui sont retirés et que tout ça, tous ces biens, il l'avait obtenu grâce à Dieu et que ces biens lui étaient légitimes en fait. Pour répondre à la question posée au début, quelles étaient les relations de Wilfrid avec les rois? On peut dire qu'au début, il était en bonne entente avec les rois et que à un moment, il fut condamné. Et il n'a plus été perçu comme un saint, on peut dire. Voilà. Voilà, j'ai fini. Ah oui, d'accord. Donc, c'est terminé. C'est bien ce que je pensais. Bon, encore une fois, c'était une présentation relativement courte et donc essayons de reprendre quelques détails et peut-être des questions supplémentaires dans la discussion. Je ne sais pas si c'est toujours moi qui dois commencer ou si quelqu'un d'autre voudrait bien poser une question. Non. Bon, alors, donc, moi, je commence avec une question. Est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer un peu plus en détail quelles sont les différences entre un évêque comme Wilfrid, d'une part, et un roi comme Ecgfrith? Qu'est-ce qui les distingue? Quels sont les types de pouvoirs qui leur permettent de fonctionner? J'ai pas bien entendu votre question en fait. Ça a coupé au moment où vous parliez. D'accord. Est-ce que vous pouvez essayer de comparer un peu le pouvoir de quelqu'un comme Wilfrid d'une part et le pouvoir de quelqu'un comme Ecgfrith d'autre part? Wilfrid, lui, avait le pouvoir épiscopal, tandis que Ecgfrith avait le pouvoir royal. C'était deux pouvoirs différents, mais qui pouvaient se rassembler, on peut dire comme ça.
c'est pas là, vous tenez vraiment aux lettres de la loi. Oui, Wilfrid est un évêque et oui, Ecgfrith est un roi. Mais est-ce que malgré cela, il n'y a pas des similarités dans le fonctionnement de pouvoir des deux types de personnages? Dans le fonctionnement de leur pouvoir, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Ils avaient tous les deux de l'influence et ils avaient conquis des territoires, je crois. Oui. Oui, bon, la description qui est faite de Wilfrid, on voit quand même que sur beaucoup de points, c'est un personnage puissant pour exactement les mêmes raisons que les rois sont puissants. Wilfrid est un grand propriétaire foncier. C'est pour ça qu'il nous est rappelé à plusieurs reprises les dons et les terres qu'il a reçus, son Église a reçu, mais bon, quelle différence en fin de compte. Donc voilà, c'est quelqu'un qui agit comme un grand propriétaire. C'est quelqu'un qui agit aussi comme un chef de guerre. Il possède de nombreuses suites. Il nous est présenté comme courageux, etc. Donc là aussi, c'est comme un roi. Et il est riche, capable de faire des cadeaux et créer des liens ainsi. Donc, prenons tout cela en compte. Il y a quand même l'idée ici à la fin du 7e siècle, en Angleterre, nous avons une sorte de classe dirigeante qui a sa petite élite, des gens qui s'appellent rois et qui s'appellent évêques, mais que cette nouvelle classe gouvernante n'est pas encore entièrement structurée et que donc il y a des imbrications dans les pouvoirs exercés par théoriquement dans l'Empire romain, au moins, c'était des classes séparées, une élite politique d'une part, une élite ecclésiastique d'autre part. Ici, au 7e siècle, quand moi j'ai lu le texte, j'ai l'impression qu'il y a une grande confusion. Qu'est-ce qui est approprié pour un évêque? Qu'est-ce qui est approprié pour un roi? Et quelles sont les tâches respectives? Bon, passer sur cette question. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser une petite question? Oh, donc apparemment non. Donc, moi, je pose une deuxième question. Qu'est-ce qui conduit à la chute de Wilfrid? Je dirais qu'il avait trop de pouvoir. C'est ça, et ça chute en fait, en quelque sorte. Quels sont les partis en coalition contre Wilfrid et pourquoi est-ce que ces partis travaillent ensemble? Les partis, c'est-à-dire, j'ai pas très bien compris la question.
qui précisément sont les opposants de Wilfrid? Qui travaille avec qui pour éliminer Wilfrid? Il y a le roi, comment il s'appelle? Egfrid, je crois, oui. Et l'archevêque Théodore. Ah, ok. Et alors, pourquoi Canterbury est prêt à travailler avec le roi de Northumbria pour contrôler et même peut-être éliminer le pouvoir de l'évêque Wilfrid? Qu'est-ce qui motive l'alliance entre les deux? Il voulait humilier Wilfrid et provoquer la destruction de son église. Pourquoi Canterbury n'est-on pas content avec l'existence d'un évêque puissant dans le Nord? C'est bien, ils sont tous chrétiens, ils sont tous collègues, donc bonne chance à Wilfrid, bien fait, mon brave. Pourquoi l'évêque de Canterbury est prêt à collaborer au démontage de Wilfrid avec le roi? Qu'est-ce qu'il a à gagner pour lui? Peut-être qu'il veut sa place en fait. Il est jaloux de lui, donc il veut sa place pour contrôler le Nord. Vous peut-être pas sa place parce que bon, en principe, au moins sur le papier, c'est Wilfrid, pas Wilfrid, c'est Théodore qui est le chef, c'est lui l'archevêque à Canterbury. Et justement, nous sommes dans peut-être dans une phase de recentralisation du pouvoir épiscopal en Angleterre. Canterbury est menacé par la base de pouvoir spirituel et temporel d'un évêque dans le Nord, et c'est pour ça que Canterbury est prêt à collaborer avec le pouvoir politique pour empêcher l'émergence de quelqu'un comme Wilfrid, une sorte de roi-évêque qui échapperait aussi bien au contrôle de l'État, des États royaux, au contrôle de l'Église. Donc, des gens comme Wilfrid sont un danger pour le pouvoir institutionnalisé de l'Église anglaise avec le siège principal à Canterbury. Canterbury cherche à maintenir ou à développer son pouvoir, son influence sur les autres évêques. Et donc, quelqu'un comme Wilfrid qui n'a pas besoin absolument du pouvoir de l'institution, qui est un personnage important par lui-même, rentre mal dans la politique ecclésiastique de l'époque, même si son biographe est très très fier de lui et nous souligne à tout moment que cet homme est vraiment grand, important, sain, riche et tout ce qu'il faut. C'est d'ailleurs, vous trouvez ça curieux que Étienne décrit son héros à la fois comme un homme très chrétien et un homme très riche? Ça va bien ensemble? Non, parce qu'il doit en fait ne pas posséder de biens s'il est chrétien, non? C'est pas obligatoire de ne rien posséder, mais l'auteur a beaucoup de mal pour combiner les deux histoires qu'il raconte. L'évêque humble et au service du peuple, je pense que c'est comme ça que vous avez commencé, et en même temps l'évêque
au même rang que les autres par pouvoir et par richesse. Donc, on voit bien que même pour Étienne, il est difficile de faire la vie de saint Wilfried, parce que selon pas mal de critères, saint Wilfried n'est pas saint d'après les critères plus classiques de l'Église. Ok. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre voulait peut-être dire quelque chose? Un peu au milieu, c'est seulement des dialogues. Monsieur Henriette, Madame Charles. Bon, d'accord. Donc, moi, je vais poser une dernière question s'il n'y a personne d'autre qui veut se prononcer. Pourquoi les rois ont besoin de Wilfrid? Parce que bon, comme vous avez compris, d'abord, il y a des bonnes relations. Les rois assistent à l'inauguration de l'Église. Le pieux roi Ecfrid et sa très sainte reine, etc., bla, obéissent à tout ordre de l'évêque Wilfrid. Pourquoi cette dépendance des rois d'un évêque puissant? Je dirais que, en fait, le Wilfrid est en quelque sorte vu par la royauté comme un saint et donc ils peuvent leur apporter beaucoup de richesses et de, des victoires comme avec Ecfrid. Alors, je ne pense pas que Ecfrid et compagnie voient des évêques comme Wilfrid comme particulièrement saints, mais effectivement, ils obtiennent quelque chose de lui, ils obtiennent la légitimité de gouverner. Nous sommes tout au début ici d'un processus de création d'État et le christianisme, l'Église représente la seule institution qui peut transformer ces chefs de guerre anglo-saxons en rois légitimes. Une fois établie cette légitimité de gouvernement, on voit que les relations avec Wilfrid effectivement détériorent. Ecfrid a besoin de Wilfrid pour gouverner légitimement, explicitement. Dans le chapitre 20, après cette victoire, le roi Ecfrid gouvernait le peuple avec l'évêque de Dieu dans la justice et la sainteté, fort comme David, etc. Bla. Donc voilà, sa capacité de gouverner dépend de la collaboration avec le roi. Mais plus tard, le règne progressant, Ecfrid devient par la conquête, par l'accroissement du royaume, un roi légitime par lui-même. Il n'a plus besoin de la légitimité que l'évêque lui dit. Bon, l'histoire que Étienne raconte, c'est pas exactement cela, c'est la femme méchante qui détourne son mari de sa dévotion à l'évêque. Bon, peu importe, faisons ça à côté. L'histoire réelle, avec l'affirmation d'une royauté institutionnalisée,
les évêques qui sont institutionnellement deviennent moins essentiels et plutôt gênants pour ces rois anglo-saxons. Ok, Bon, d'accord. s'il n'y a pas d'autres questions, et vu qu'effectivement nous avons une liaison qui n'est pas idéale, je pense quand même que nous avons entendu la plupart des choses que vous avez dit. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas absolument nécessaire d'aller jusqu'au bout de la séance. Je vous remercie pour votre participation. J'espère d'avoir plus de participation Merci la à vous. prochaine fois. Et donc, bonne soirée et à bientôt. Merci.